Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et aujourd'hui, on va parler de l'or, du gaz naturel, de l'argent et du pétrole. On commence par l'or en avant toute. Et oui, l'or a dépassé ses plus hauts historiques. On a dépassé les 3500 $ l'once. Et Goldman Sachs prévoit désormais que l'or pourrait atteindre 4000 $ l'once d'ici mi-2026. Notamment si les achats d'ETF se maintiennent au rythme actuel. Les achats des banques centrales se poursuivent aussi à un rythme, même si c'est un rythme légèrement inférieur, avec une demande annuelle probablement supérieure à 800 tonnes. La décision de la Fed est aussi extrêmement attendue et sera un événement clé pour le marché de l'or, ce sera le 17 septembre. Les anticipations de baisse de taux d'intérêt soutiennent les prix, mais une position hawkish de la part de la Fed pourrait entraîner une correction. Pour rappel, quand la Fed est hawkish, ça veut dire qu'elle ne baisse pas les taux autant qu'attendu, voire qu'elle les augmente. Le conflit entre Trump et la Fed, notamment par la tentative de licenciement du gouverneur Cook, a récemment soutenu la hausse de l'or. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, reconnaît que la Fed doit rester indépendante, mais a toutefois affirmé des erreurs récentes et soutient le droit de Trump à licencier Cook. Pour rappel, si le gouverneur Cook est effectivement licencié, elle sera remplacée par un gouverneur plutôt du camp de Donald Trump qui voudra aussi baisser les taux, ce qui pourrait accélérer la baisse des taux de la part de la Fed. On va regarder rapidement ce graphique, c'est un graphique sur les positions nettes sur l'or. Pour rappel, les positions nettes qu'on voit ici en rouge représentent les positions longues moins les positions courtes. Et donc ce qu'on voit, c'est que malgré le fait que l'or ait atteint des nouveaux plus hauts historiques, eh bien, les positions nettes, elles sont à un niveau assez normal. On n'est pas sur des positions nettes extrêmement élevées. C'est ce qu'on voit aussi ici sur les positions longues. On n'est pas sur des positions particulièrement surachetées et des positions longues très fortes. Et les positions short ne sont pas particulièrement faibles, même si elles sont plutôt dans la moyenne faible. Donc ça c'est difficile, quand on regarde en tout cas ce graphique, de parler de surévaluation ou de sous-évaluation pour l'or. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce genre de graphique, vous pouvez regarder les vidéos éducatives. Il y en a une qui parle du rapport CFTC qui permet de comprendre ces données. On va maintenant parler du gaz naturel avec des stocks qui sont plus faibles que prévu. Mais avant ça, on va faire un petit point météo parce que c'est toujours extrêmement important pour le gaz naturel. Et donc on voit la météo ici à 6 à 10 jours avec des températures prévues pour la deuxième semaine de septembre qui devaient être inférieures à la normale dans la plupart des saisons, notamment dans l'est et le centre des États-Unis. Et donc durant la saison de refroidissement qui dure jusqu'au début octobre, donc on est en plein dedans, un refroidissement entraîne plutôt une baisse de la consommation de gaz. Un début précoce de la saison de chauffage pourrait poser des problèmes pour l'hiver. Les prix du gaz ont atteint 3 MMBTU la semaine dernière en raison d'une augmentation des stocks qui est moins importante que prévu. La demande a significativement baissé, mais la production a aussi reculé, mais avec une chute de la consommation qui a été plus marquée. Les stocks de gaz en Europe augmentent, mais restent inférieurs à la moyenne sur 5 ans. On va regarder un petit peu plus la production et la demande pour le gaz. On voit ici sur ce graphique les plus hauts 5 ans, la moyenne à 5 ans et le plus bas de 5 ans. La consommation de gaz des centrales électriques est en nette baisse, c'est ce qu'on voit ici. Le rythme de la baisse de la production est toutefois nettement inférieur à celui de la consommation, vu qu'on voit qu'il y a aussi la production qui est en baisse et la production qui est en baisse ici. Et donc on devrait avoir une augmentation plus importante au niveau des stocks. La production est toujours plus haute à 5 ans et la consommation est revenue sur la moyenne de 5 ans. On va maintenant parler de l'argent où on se rapproche des cibles et pas n'importe lesquelles. On parle ici des cibles sur le ratio gold sur silver. L'argent a dépassé 40 $ et s'approche des 41 $ et atteint son plus haut depuis 2011. Le ratio argent sur or, ou plutôt or sur argent, a fortement baissé et s'établit désormais à 86. Et il faut savoir que la moyenne sur 10 ans est à 82. Sur une base d'un or à 3500 $, comme il est à peu près, il est un petit peu plus élevé, un ratio de 82 donnerait l'argent à 42,68 $. Une baisse du ratio à 80, donc sous la moyenne à 10 ans, donnerait l'argent à 43,75 $. En cas de correction, donc soit l'or avec un or à 3400 et un ratio à 90,
l'or pourrait chuter à 37,7 $ l'once. On regarde un petit peu ce graphique donc, qui montre le ratio gold sur silver. On voit qu'il y a une forte baisse du ratio alors qu'on était au-dessus des 100. On a une forte baisse du ratio, on est descendu à 86. La moyenne à 10 ans est à 82 et la moyenne à très long terme est à 53. Donc on est pour l'instant encore toujours à des niveaux très élevés et si on va chercher la moyenne à 10 ans, on pourrait avoir un argent à 42,68 et si on retourne sur la moyenne à très long terme, alors là, ce serait un petit peu la folie sur l'argent, mais on n'y est pas encore, mais alors pas du tout. On va maintenant regarder la saisonnalité, mais avant ça, un petit peu d'actualité. La Chine, leader dans la production de panneaux solaires, influence fortement le marché de l'argent, mais risque une saturation locale malgré une forte croissance des exportations en Europe et en Afrique. Les 5 plus grandes entreprises chinoises de panneaux solaires ont licencié un tiers de leur personnel, ce qui reflète des difficultés sectorielles et une surproduction mondiale, notamment 2 fois plus que la demande actuelle. La sursaturation du marché pourrait réduire la production et impacter la demande d'argent, et ce malgré la hausse récente des prix. On va donc parler de saisonnalité, je l'avais un petit peu teasé. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec la moyenne à 5 ans en bleu, le plus haut de 5 ans en vert, le plus bas de 5 ans en jaune, et donc notre année ici 2025 en rouge. Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une très belle année 2025, on a dépassé le plus haut de 5 ans en début d'année. Finalement, on est juste en dessous avec une hausse de 40%. Cependant, ce qu'on voit sur la fin de l'année, c'est qu'on est plutôt sur une fin d'année qui est un peu plus volatile et avec des prix qui vont sans direction. Ici, on voit que ça reste globalement latéral, c'est latéral en moyenne et c'est latéral au plus bas. Donc, c'est possible que cette fin d'année ne soit pas aussi belle que le début de l'année. Cela dit, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé qu'il y aura la même chose maintenant, mais ça peut toujours donner un indicateur intéressant. On finit avec les ETF, avec la demande d'argent qui est certes soutenue par l'industrie, mais même si un peu de moins en moins, c'est ce qu'on vient de voir. Mais il y a aussi des investissements et notamment via les ETF. Et ces ETF, on les voit ici avec en rouge le prix de l'argent et en pointillé en bleu les détention d'argent par les ETF et celle-ci s'élève désormais à 33 milliards de dollars, ce qui est un niveau nettement supérieur à 2011 qui représentait les plus hauts avec un argent à 50 $, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Donc ça s'arrête ici pour 2011 alors qu'on est à 33 milliards d'euros dans les ETF en 2025. Donc ça correspond aussi largement, ça contribue aussi largement à la hausse de l'argent. On finit avec le pétrole qui est sous pression depuis ce milieu de semaine, notamment à cause de l'OPEP+. Les risques d'approvisionnement soutiennent la hausse des prix du pétrole brut, mais le brut Oural a baissé de 3 à 4 $ et offre à l'Inde des conditions avantageuses pour acheter du pétrole russe. L'Inde a proposé de supprimer des droits de douane sur les produits américains pour conclure un accord commercial, mais Donald Trump a rejeté cette proposition et juge le déséquilibre commercial irréversible. Une rencontre entre Poutine et Modi à Pékin a confirmé la poursuite de la coopération entre la Russie et l'Inde. Sur ce graphique, on peut voir quelque chose d'assez intéressant, c'est la proportion d'achat de pétrole indien par pays. Et donc on voit qu'il y a une explosion d'achat de pétrole russe à partir de 2022. Et donc non seulement l'Inde continue à acheter du pétrole russe, mais elle augmente aussi ses achats. Donc l'Inde est vraiment un très fort acheteur de pétrole russe. ExxonMobil estime qu'un prix du baril à 100 $ pourrait survenir cette année et déclenché par des tensions géopolitiques ou un réapprovisionnement accéléré des réserves stratégiques américaines. La société, évidemment ExxonMobil, profiterait d'une telle hausse avec une production record de 4,6 millions de barils par jour au deuxième trimestre. Et donc j'en parlais au début, l'OPEP+ se réunit ce week-end. Alors cette vidéo est tournée jeudi, donc je ne connais pas l'issue de cette réunion, mais on a des rumeurs qui nous disent que au lieu de stabiliser la production, l'OPEP+ devrait augmenter encore une fois la production de pétrole. Donc ça a mis beaucoup de pression sur les prix. On va voir si ça va vraiment se passer ce week-end ou pas. Vous le saurez au moment de regarder cette vidéo. On va finir un petit peu avec la saisonnalité à long terme du pétrole.
Donc vous voyez ici en vert cette année et ensuite les saisonnalités à 5-10 ans et la saisonnalité long terme. Donc on voit que le pétrole brut commence à rebondir conformément à la saisonnalité du marché, c'est ce qu'on voit ici. Le pic local est théoriquement attendu autour de la 200e séance de l'année, soit fin octobre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflé pour XTB.